Fait qu'on est avec Joël et Jean-François, distillerie Saint-Laurent. J'aimerais avoir un petit récap de comment c'est parti distillerie Saint-Laurent. C'est-tu pris une grosse goule à un moment donné et vous avez dit hey, ça serait cool de faire du whisky au lieu de juste d'en boire? Puis... ça se passe ça? Ben, c'est parti de l'histoire de deux gars qui boivent dans un sous-sol, comme vraiment toutes les belles histoires qui partent là. Quand moi et Jean-François on s'est rencontrés, on a vu premièrement qu'on a des atomes crochus, qu'on s'entendait bien. Puis on avait les deux une passion pour déguster les spiritueux. Puis cette passion-là des spiritueux un petit peu est venue. On est très curieux les deux, moi et Jeff, puis on s'est posé la question comment c'est produit, comment c'est fait. Puis on n'a pas une grande connaissance de la distillation. Au Québec, c'est pas une culture qu'on a beaucoup. Donc on s'est intéressé à savoir comment c'était produit. C'était vraiment une curiosité, savoir c'est quoi l'arrière-scène de ça. Donc de là est née une passion pour la distillation. Puis, c'est un peu une obsession. À un moment donné, on se voyait là, de party en party. Fait que lui, il lisait beaucoup dans un bar, puis il voyait un peu le mouvement qu'il y avait aux États-Unis, surtout de la microdistillation. Okay. Moi, de mon bar, j'ai commencé à regarder tous les équipements qu'on pouvait avoir. Fait que Joël est allé faire un workshop. Moi, j'ai fait un alambic. Fait que là, on s'est fait un alambic, tu l'as construit. Ouais, fait qu'on a commencé à s'amuser avec des chaudrons canadiens de terre, tu sais, quand tout était à 40%. Fait que l'idée était là, c'est ben, poussons un peu plus loin cette passion-là, puis essayons dans les faits qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais. Au début, c'était infect, là, on s'entend, là. Mais de fil en aiguille, on s'est mis à comprendre comment ça fonctionnait. Puis, ben, à force de se bercer en avant de ça, on a échafaudé un peu le plan d'affaires. Tu sais, on avait des visées entrepreneuriales aussi tous les deux. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on s'est rejoints. Puis là, on a regardé un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire comme premier produit. Fait que là, le gin est arrivé, on a fait des tests. Puis c'est Joël qui a amené l'idée de dire, OK, qu'est-ce qu'on rajoute? Parce que le gin, ça vient de partout. Il y a des aromates qui viennent de partout dans le monde. On s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait représenter notre région? Fait que c'est là qu'on a travaillé avec les algues. C'est de même qu'on est arrivé avec cette twist-là. Une chose qui était sûre, c'est qu'on ne voulait pas faire un gin classique conventionnel. Parce qu'il y en a des centaines, des dry gin classiques vraiment centrés sur le genièvre. Puis les algues apportaient à la fois un côté local, mais aussi un côté gustatif vraiment différent. Le côté iodé, salin dans les gins, on ne le retrouvait pas vraiment. On garde les minéraux parce que nous, les algues, on les travaille post-distillation. Donc, on fait toute notre distillation d'aromates dans l'alambic, puis le 10e aromate, qui est les algues, on les met en macération. C'est ce qui fait qu'on garde, entre autres, la coloration, chlorophylle, bêta-carotène. On garde aussi les minéraux qui sont présents dedans. Fait que les minéraux viennent donner une rondeur en bouche super intéressante qu'on voulait absolument garder. Puis le gin a un peu servi de levier pour ce qu'on a ici, l'alambic à whisky. Ça, c'était le fondement de la distillerie Saint-Laurent, c'est de faire du whisky. C'était un rêve qu'on avait les deux. Puis, la région ici, le Bois-Saint-Laurent, c'est le plus grand producteur d'orge au Québec. Et de loin, on produit beaucoup d'orge dans le coin, ça pousse bien l'orge ici. Puis, il y a une malterie, Maltebrou, à 5 km d'ici. Donc, 1 plus 1 égale 2, on a la matière première, on a la malterie, on a tout ce qu'il faut pour faire des spiritueux. Donc, au lieu d'importer des whiskies, pourquoi pas en faire ici? C'est un peu ça l'idée de la distillerie de Saint-Laurent. Puis là, c'est là qu'on est rendu maintenant. Puis on part de recettes traditionnelles, puis on essaie d'apporter une couleur différente à ça. Unique à votre région, à notre coin. Dans le cas du single malt, on va le faire fumer avec du bois d'érable. Là, c'est les premiers tests qu'on fait, premiers tests de fumage, premiers tests gustatifs, plus le vieillissement. On travaille avec plein de sortes de barils aussi. Fait que le single malt, on travaille avec un style bourbon, donc une recette de whisky maïs. Puis là, on s'enligne tranquillement vers une recette de rail aussi. Oh, beaucoup d'expérimentation. Ça, c'est la beauté. Parce que le nombre de céréales puis de levures et tout, vous êtes un amalgame infini de résultats. Évidemment, c'est toujours de tirer ton épingle du jeu et d'avoir quelque chose qui te représente aussi. Tout ça. Du côté business, donc on s'entend que faire du whisky, ça prend plusieurs années. Il faut de l'argent. Le gin, c'est une bonne opportunité de faire une entrée d'argent, tout ça, avant de faire le whisky, pendant que le whisky vieillit et tout. Avez-vous eu de l'aide économiquement des gens de la place? La réponse des gens, c'était quoi économiquement parlant? Si on recule il y a quelques années, au début de la vague des microdistilleries, il n'y avait pas le même engouement qu'il y a aujourd'hui. Donc, aller chercher du financement, c'était beaucoup plus difficile à l'époque que maintenant, une nouvelle microdistillerie, que les gens voient l'engouement pour les gins, entre autres.
Donc, ça n'a pas été facile. On est parti avec un très, très petit budget de commencement de quelques prêts d'organismes locaux, mais c'était, somme toute, très modeste. C'était beaucoup du love money, des petits prêts avec des prêteurs, réseau Accès Crédit, qui prêtent à des projets qui hors normes. Puis nos investissements personnels. Okay. L'idée de base, c'était de, même si on est des très petits moyens, on peut quand même arriver à faire un très bon produit. On s'est concentré sur l'essentiel. Un bon produit, un beau branding, parce que les gens choisissent avec les yeux souvent. S'ils aiment le produit, là, ils vont peut-être acheter une deuxième fois, mais ils vont souvent avec les yeux. Donc, on s'est concentré sur bon produit, beau produit, puis une bonne histoire aussi. Bien raconter l'histoire. Je pense que c'est intéressant. De plus en plus, les gens s'intéressent non seulement au produit, mais comment il a été fait, où est-ce qu'il a été fait, avec quel équipement. Donc, ça je pense, bien fonctionné. Puis, on a réussi à générer de la demande. Puis là, quand il y a une demande, c'est beaucoup plus facile de chercher du financement. Fait que là, on est à la première phase qui était d'avoir un local, parce que dans le cas des spiritueux au Québec, c'est tout le temps, c'est l'œuf ou la poule, parce que le fait qu'il y ait un monopole, tu ne peux pas vendre à l'extérieur de ce monopole-là. Puis ce monopole-là, tu ne peux pas avoir une entente de dire hey, « je vais avoir un nouveau produit, veux-tu goûter, est-ce que tu le prendrais? » Il faut que tu arrives avec le produit fini. La bouteille, avec le code barre, tout est prêt, c'est le produit fini. Mais pour avoir un produit fini, il faut que tu le fasses. C'est illégal de distiller, contrairement à la brasserie, tu peux brasser de la bière chez nous. Fait il faut que tu aies un permis. Pour avoir un permis, il faut que tu aies tes installations et tes équipements. Puis pour avoir ça, il faut que tu aies du financement. Quand tu vas voir les gens pour financer, ils disent « Ouais, mais où tu vas le vendre à la SAQ? » Ils disent « Ouais, mais tu le sais pas? » Non, je le sais pas. Fait que c'est assez difficile de start-up de tout ça. Fait que ça, c'était notre première étape, si on veut. Fait que c'était un petit alambic, petit équipement. On s'est concentré sur nos recettes. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour aller faire ce premier produit-là, l'introduire, puis avoir, comme je le disais, avoir suscité une demande. Puis là, on est, avec ces équipements-là, on est à la phase 2 de la distillerie qui a été pas mal de travail, plus de financement. On a des plus gros équipements, puis surtout des équipements où on est capable d'aller faire du whisky, aller vraiment travailler sur des produits. Puis je l'explique souvent aux gens, mais là, présentement, ce qui prend le plus de ressources à la distillerie, c'est le produit sur lequel on ne fait pas une scène. Parce que ça s'en va tout en baril pour au moins 3 ans. Ouais. Ça, c'est le core, c'est ce qui nous prend le plus d'énergie, mais ça ne rapporte rien. Fait que le gin vient supporter cette production-là. Puis dans 3 ans, on espère que les gens vont être aussi. Dans 3 ans, on va acheter. Ça va être notre contribution. C'est ça qu'on a la partie du fun, nous autres on boit, on achète pas. C'est ça. Nous autres, c'est les questions qu'on se pose, tu sais. Fait que tu devrais avoir la réponse, tu achètes le grain. Mais ceci dit, tout le monde embarque, là. Tu sais, je veux dire, la chaîne se met en place, c'est beaucoup plus long, tu sais. C'est pas juste dire je veux de l'orge, je veux du maïs pour distiller. Il n'y a personne que ça au Québec. Là. Fait que tranquillement, on fait ces chemins-là, le monde embarque, puis ça avance. Mais tu sais, c'est long. Là. Fait que là, t'as la Cévonne, qui est vraiment nouveau produit essai. Un peu boiteux comme question, mais le wet dream d'essayage de céréales bizarres que tu aimerais dire hey, ça s'est jamais fait. On essaye telle affaire. Ben, il y avait. C'est du sarrasin. Ouais, mais il y a Koval où tu avais fait ton. Connais-tu Koval Distillery à Chicago? Ouais. Lui, c'est celui-là que j'avais fait mon workshop, c'est un peu là que ça m'a ouvert puis la tête à tous les univers des spiritueux. Puis le propriétaire, c'est un Autrichien, Autrichien-américain, mais toute sa famille d'ici depuis plusieurs générations d'Autriche, des eaux de vie des fruits. Donc, des brandies de fruits. Puis, c'est l'approche qu'il a faite avec les whiskies, c'est la même chose. C'est au lieu de faire des mash bills, il s'est dit, je vais faire des distillations d'avoine, d'épeautre. De l'épeautre. Il a fait du whisky d'épeautre, du whisky de millet. Fait que, il fait plein de choses un peu capotées, puis ses coupes sont très franches, seulement sur les cœurs, très peu de tails, puis lui il veut goûter vraiment le cœur de ça. Fait que ça c'est le fun, lui, c'est son trip à lui. Nous peut-être qu'éventuellement on va se rendre là aussi, mais pour l'instant ce qu'on veut faire, comme on dit tantôt, c'est partir de recettes classiques, donc de recettes de bourbon, recettes de single malt, recettes de rail, puis après ça, explorer d'autres animaux. Comme il a commencé par ça, on revient, il y a tout un contexte aussi réglementaire qui fait que je peux pas me permettre de faire une batch de 1000 bouteilles, là, parce que
je ne pourrais pas le vendre. Je veux dire, je suis obligé de passer par la SAQ. Okay. Si j'étais dans un contexte où je pourrais faire une batch essai, puis la mettre en vente en boutique, puis avoir la marge de profit dessus, là, ça devient super intéressant d'explorer 40 000 affaires. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer à faire des classiques bien exécutés. Éventuellement, on les tweakera. Il y a plein d'autres affaires dans les céréales. Là, il y a les levures, il y a plein de choses qu'on peut essayer. Là. Le vieillissement, les barils, là, on travaille sur du char 1, du char 4, on travaille sur du toasté, on travaille sur du ex-bourbon. Éventuellement, on va aller chercher, est-ce qu'on va aller chercher du sauterne? Fait que là, il y a tout un autre jeu à faire là, avec des recettes classiques. Puis éventuellement, on va voir comment le contexte réglementaire va évoluer, mais c'est sûr que j'aimerais avoir un petit alambic polyvalent, expérimental. Là, on pourrait faire justement une batch de whisky niais. Puis dire, bon, ben ok, on essaye ça. Du blé de mer, je sais pas. Je veux dire, il y a plein de graminées qu'on n'a pas explorées. Là, ça pourrait être intéressant. Mais il y a le business à faire. Il faut que ça fonctionne. L'idée de base, ça fait rouler la shop. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis de faire quelque chose de bon aussi. Puis je dis souvent, on n'a rien inventé. Là. Du whisky, ça fait 500-600 ans qu'on en fait. Là. Fait on se réapproprie ces recettes-là. On les adapte à nos procédés, à nos grains. Puis après ça, on va aller s'amuser à les tweaker un peu. On va commencer par maîtriser nos bases. OK. On vient de passer du côté des fermenteurs, puis là on est avec les barils. On a parlé rapidement tantôt de votre capacité maintenant. Vous avez on va appeler alambic pour votre gin, puis un alambic pour les autres spiritueux, on va appeler whisky pour le moment. Fait que là, vous pouvez marcher double side, double production. Ça ressemble à quoi votre production pour l'instant? Ben là, comme tu dis, on fonctionne en parallèle. Donc, le gin, on le produit à la demande. Puis, à toutes les semaines, on produit soit des whiskies ou des acérums, mais des alcools fermentés, distillés. On est tout équipé en 2000 litres de ce côté-là. Puis, ça nous donne à peu près l'équivalent de 2 barils par semaine qu'on vient mettre de côté. Okay. Puis, l'idée, c'est que le baril s'en va en entreposage pendant au moins 3 ans. Puis, évidemment, on veut faire du whisky qui va être plus vieux que ça. Fait que ça devient comme une deuxième matière première. On a le grain qui nous permet de faire notre fermentation. Mais dans 3 ans, ma matière première pour faire mon whisky, ça va être les barils. Fait que là, ça va être ce qu'il va y avoir dans les barils, ça va être la quantité que je vais avoir disponible. Puis là, c'est là qu'on va dire, bon, ben ce baril-là, avec lui, on va commencer à faire nos master blenders en herbe, là, avec la quantité qu'on va avoir. C'est pas beaucoup, mais ça va être assez, je pense, pour être capable de s'amuser. Puis de dire, puis là, on fait beaucoup d'expérimentation aussi avec les carbonisations. On travaille avec plusieurs compagnies de barils. On travaille avec des niveaux de carbonisation différentes pour voir justement dans le temps vers où, en fait, on veut vraiment aller. On n'a pas 20 ans d'expérience, fait qu'il faut se donner l'opportunité d'aller explorer ces vieillissements-là, ces différentes torréfactions de bois-là, pour voir qu'est-ce que ça amène avec le whisky que nous, on fait. OK. Déjà là, parti de faire du gin, maintenant, vous faites vieillir votre gin. Ouais. Fait que ça, c'est un autre step. Ouais. On parlait tantôt de possiblement distiller du rye. On a single malt qui est là. On a recette de bourbon, qu'on va appeler bourbon pour la force des choses. Donc, vous avez quand même une base qui est stable pour, évidemment, le futur expérimenté. Avoir aussi une source d'argent rapide avec le gin, qu'on peut faire vieillir aussi, parce que le gin vieillit est une autre bête complètement différente. Complètement. Fait que c'est intéressant de voir comment la distillerie évolue au fil des années, tout ça. J'ai bien hâte de goûter, là, comme un message. Ouais, c'est ça. On est rendu là. Il y a plusieurs orientations qu'on peut prendre. Il y a des distilleries qui vont aller plus vers des produits blancs, donc gin ou vodka ou des liqueurs. Nous, on voulait aller rapidement vers du vieillissement. Okay. Donc, que ce soit du gin, que ce soit des rhum, acérum, whisky, surtout whisky dans notre cas, c'est ce qui nous intéresse. Donc, produits vieillis. Ça prend plus de temps. Mais à long terme, je pense que c'est comme ça qu'on peut se distinguer aussi comme distillerie. Avec des produits vieillis, des produits qui ont une touche un peu plus travaillée. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Au Bas-Saint-Laurent, nous autres, on prétend que c'est la meilleure place au monde pour faire du whisky, mais
Tout le monde va dire ça de cette place. Mais tu sais, quand tu fais le tour, tu dis écoute, on a du grain, plus grand producteur d'orge au Québec, on a de l'eau potable en masse, on a l'air salin, on a. Une malterie à côté de chez nous. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du whisky dans notre coin de pays, puis avec du grain qui vient vraiment d'autour de chez nous. Fait que c'est ça un peu le pari qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire un whisky qui se distingue même sur les marchés internationaux parce qu'on va chercher des ingrédients qui viennent d'une région qui ne produisait pas vraiment de whisky avant. Fait qu'on va arriver avec quelque chose qui va être nouveau. Qu'est-ce que ça va goûter encore? On ne sait pas. On le sait pas. Question à 100$, pas prévu, je vous le dis, elle vient de popper dans la tête. Pour le gin, vous avez réussi à aller chercher le petit tweak là, particulier avec les algues puis l'air salin, ça se faisait pas du gin de ce type-là. Dans le whisky, il y a un gros débat c'est avec la notion de terroir dans le whisky. Ouais. Les Écossais, à la limite, la plupart des céréales viennent même pas d'Angleterre. Pour ce qui est des levures, bon, c'est un peu, on fait un peu d'expérimentation, mais des levures qui viennent un peu partout. Les fûts, bon, ex-bourbon cask, on va aller chercher des anciens fûts de Porto, de Xérès. Fait la notion de terroir dans le whisky, elle est où? Comment vous allez intégrer cette notion-là de terroir? Oui, je comprends qu'il y a les céréales du coin. On parle souvent de la tourbe dans le whisky. Expérimentation de tourbe du Bas-Saint-Laurent. Ben, on a pensé à la tourbe au départ parce que, encore une fois, la tourbe, la sphène, elle se récolte beaucoup dans le coin ici. Mais c'est pas la même chose qui est utilisée en Écosse pour faire le goût fumé. On s'est posé la question, est-ce qu'on doit reproduire la tourbe? Non, on laisse ça aux Écossais, justement. Mais l'idée du fumé était intéressante. Donc, on s'est inspiré de ce qui se fait dans la région ici, c'est-à-dire des fumoirs à poisson pour faire, par exemple, du hareng ou du saumon fumé. Pourquoi pas essayer ça? Donc, notre single malt, le grain est récolté au Bois-Saint-Laurent, il est malté au Bois-Saint-Laurent, et on le fait fumer au bois d'érable ici. Donc, touche typique encore touche typique, ouais, c'est ça. À la fois unique, à la fois typique de notre région ici. Donc, c'est un peu vers ça qu'on veut se diriger. Ouais. Puis, tu sais, le terroir, il y a bien des choses. Tu parlais des barils. Les barils, c'est fait aux États-Unis. On prend le terroir qu'on peut prendre, puis le marché se développe aussi autour. Là. Quand tu arrives avec un projet de distillerie, il y a peut-être des gens à un moment donné qui vont faire des barils au Québec de qualité, puis avec des prix qui vont être intéressants aussi, puis qu'on va être capable de dire « Hey, on s'approvisionne ici ». Mais pour l'instant, il faut laisser comme l'industrie du whisky, de la distillation s'installer. Puis tranquillement, il va y avoir des fournisseurs qui vont s'installer autour. On l'a vu avec la microbrasserie, c'est la même chose. Avant, il n'y avait pas vraiment de houblon au Québec. Maintenant, il y en a. Fait que tranquillement, il y a une industrie qui se bâtit autour. Il y a des projets qui se font en partenariat avec d'autres, sur des projets de recherche ou avec d'autres entreprises. Puis c'est de même qu'on va bâtir ce terroir-là. Puis c'est vraiment se rapprocher de Est-ce qu'il y a des possibles collaborations? Parce que le monde de la bière, un peu, je trouve ça le fun parce qu'on en jasait tantôt. Le monde de la bière, je trouve que ça a emmené les gens au whisky, parce que les gens pensaient au whisky, puis c'est un alcool fort, je suis pas capable. Puis tu sais, on se cache pas. Les premiers whisky qu'on a pris, on allait dans les bars, puis la serveuse, avec toute sa générosité, te servait du Jack Daniels. Puis tu sais, c'est le premier souvenir que tu avais de tes premières dégustations de whisky. Et là, j'ai perdu mon idée. on va y laisser la job à Martin. OK, c'est parti. Donc, ce que je disais, c'est que le monde de la bière, c'est le fun parce que les gens ont comme appris à déguster la bière. Puis, je dis déguster et non boire. Parce qu'avant, on prenait, je ne veux pas nommer de marque, mais on prenait pour le buzz alcool. Là, il y a comme un buzz que les gens goûtent au fromage d'ici, par exemple, aux alcools qui sont faits du terroir. Et donc, le côté bière au Québec est super populaire, puis les gens trippent sur la bière. Et là, le buzz de bière a comme emmené le buzz des gens à passer au whisky, à décortiquer les whiskies et tout. Je trouve ça le fun de voir naître le buzz de whisky qu'on a vu, nous autres, dans le domaine du whisky, aux États-Unis, il y a quelques années. Nous autres, on est en plein dedans. Vous voyez ça comment, l'avenir du whisky au Québec? Ben, on est en train de la définir, cette avenir-là. On fait partie des premières distilleries au Québec à faire du whisky. Bon, il y a Maison Civaux, il y a Circa qui en font, il y a Distillerie Hochelag, il y a nous. Donc, on est comme parmi les premiers à en produire puis à en mettre en baril. On va
un peu tout le monde s'influencer, collaborer, tout ça, mais aussi faire nos petites recettes. On est en train de définir qu'est-ce que c'est le whisky québécois. Donc, c'est dur à dire qu'est-ce que ça va devenir, mais moi, je suis content de voir qu'il y a des gens qui vont vers d'autres directions que seulement que le gin. Gin vodka, c'est bon, c'est correct, il y a un gros boom, mais il faut s'intéresser à d'autres choses aussi. Le terroir au Québec, c'est quoi? C'est les céréales. C'est les céréales, c'est les fruits aussi, c'est la prune, c'est la pomme. Michel Jourdouin, qui est un pionnier au Canada en distillation, ça fait depuis 1999 qu'il en fait de la distillation de pommes. Ça, à mon avis, ça c'est un produit québécois, c'est la pomme. Donc, c'est plus vers ça que je pense que la distillation va aller. C'est intéressant dans le whisky parce qu'il y a un engouement mondial. On le voit en Écosse, on en parlait un peu tantôt, les nouvelles distilleries qui ouvrent, ça ne s'était pas vu depuis les années 80. C'est quand même important. Puis là, on parle de gens qui vont investir des millions de dollars pour un produit qui ne sera pas prêt avant 7-8 ans. Fait qu'ils vont rouler des distilleries avec juste l'argent parce qu'ils savent très bien que dans 7-8 ans, ça va se vendre à fond. La nouvelle conception de NAS, le No Age Statement dans les whiskies, c'est clair qu'à un moment donné, il y a du monde qui se sont dit non, mais il y a un marché, il faut qu'on sorte les barils le plus vite possible. Fait que il y a un marché qui explose sur le whisky est en demande. Ça va être la même chose au Québec. Les gens, t'en parlais, les gens commencent à déguster le whisky, puis les gens ont l'intérêt de déguster les choses qui est faites ici, qui sont différentes, qui sont de leur terroir. Puis moi, je pense que, comme je le disais, on a tout ce qu'il faut pour faire des bons whiskies ici. Là. Puis on va aller vers ça tranquillement. Mais l'avenir de la distillation, d'après moi, les prochains produits qui vont rouler bien, c'est les whiskies du Québec, puis les eaux de vie faites ici. Mais les whiskies, ça va... Les bières marchent tellement bien au Québec. Collaboration whisky-bière, microbrasserie. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Ouais, mais pour vous? Ça se fait déjà. Voyez-vous, les barils verts qui sont derrière, les barils de gin, gin vieux. Toute notre production de barils, une fois que le liquide est enlevé, tous les barils vont à Riverbend à Alma, une microbrasserie. Eux autres faisaient déjà une bière finie en fût de gin, donc un fût qui avait du gin à l'intérieur. Ils achetaient leur baril aux États-Unis. Maintenant, ils ont vu que nous, on faisait ça. Ils achètent nos barils ici. Donc, déjà une collaboration. Est-ce qu'il va y avoir un retour, un peu comme Cask Mate de Jameson, ce qu'ils font? Ben, pourquoi pas, éventuellement, faire des tests. Là, on commence avec nos produits à nous, mais éventuellement, il va y avoir une collaboration, c'est sûr. OK. On passe à la dégustation? Oui. Là, on est dans le tasting room maison de la distillerie Saint-Laurent. On expérimente. Là, on a commencé avec la sérum. Je vais vous poser un peu de questions sur quoi la sérum. Et ensuite, on a goûté ce qui devrait devenir un futur Bourbon, je crois, non? Oui, le futur Bourbon qui est ici, là. Ouais. Et ensuite, on a 4 essais de single malt. Un single malt vieilli 6 mois. Et ensuite, des expérimentations fumées. On parlait du fumoir aussi, c'est un peu bizarre cette bébête-là. J'ai un coup de cœur ici, là, un genre de whisky fumé à 75% de céréales fumées. C'est mon coup de cœur. Le gars de Whisky Tobé en moi a trouvé une amoureuse aujourd'hui au nouveau whisky. Puis on va terminer aussi avec un petit shot de gin Saint-Laurent vieilli. C'est quoi la sérum? Expliquez-moi, c'est quoi le concept de la sérum? La sérum, c'est simple, c'est une eau de vie d'érable du Québec. Donc, matière première, c'est simple, c'est de l'érable, ça peut être sous forme sève ou sève d'érable, sève filtrée à l'osmose, ou sinon sirop d'érable. Dans notre cas, nous, on utilise du sirop d'érable parce qu'on aime avoir le petit côté caramel qui s'est produit pendant l'évaporation dans l'évaporateur de l'érablière. Donc, c'est une eau de vie, sirop d'érable fermenté, ensuite distillé 2 fois dans notre pot still. Ici, on a la sérum blanc, donc qui n'est pas encore vieilli. Okay. Mais notre production s'en va tout en baril pour du vieillissement à l'âge encore interné. C'est ça, il va falloir les ouvrir souvent pour savoir quand. C'est plat. C'est du test qualité. Donc, c'est difficile d'avoir une référence au niveau de la saveur parce que c'est nouveau. C'est une nouveauté de distiller l'érable. La référence qu'on peut faire, c'est vers les fruits, les eaux de vie de fruits. Un peu pomme, un peu poire. Dans notre cas, on trouvait qu'il y a une finale un peu sur coconut. Le bois de la noix de coco
Okay. C'est un petit peu pareil qu'on peut faire. Mais on n'est plus dans le sirop. C'est pas quelque chose d'aromatisé au sirop. C'est on prend le sirop puis on vient vraiment utiliser la base de sucre pour le transformer. Ce qui est bizarre avec ça, c'est que quand j'ai goûté, c'est comme on jasait, c'est qu'on n'a aucun point de référence. Fait que c'est un challenge. C'est un challenge vraiment, puis de processer quand tu te mets à penser les saveurs, d'aller fouiller dans tes souvenirs, d'essayer de trouver la bonne affaire, c'est pas évident. Tu sais, tu dis c'est bon, mais je peux pas dire pourquoi exactement. Mais c'est une belle expérimentation. Puis on est dans l'inconnu, vraiment, on est dans la nouveauté, fait que c'est vraiment cool. On a goûté après ça le bourbon. J'aimerais plus parler un petit peu plus des whiskies fumés avec votre fumoir maison. L'idée de ça, donc, vient de... On voulait faire du single malt. En voulant faire du single malt, évidemment, la référence, c'est le scotch. Puis on dit, ce qu'on aime dans le scotch, c'est aussi, souvent, c'est le côté fumé. On le retrouve là-bas, fumé à la tourbe, tout ça. Puis on s'est dit qu'on aimerait reproduire ça. Il y a de la tourbe ici au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, mais c'est plus proche de la sphène. C'est pas le même matériau, si on veut. Puis on s'est dit, tant qu'à reproduire, qu'est-ce qu'on peut faire ici de différent? Fait que dans le bas du fleuve, Gaspésie, il y a beaucoup de fumoirs à poissons. Fait qu'on a accès à ça, les fumoirs à l'érable. Fait qu'on s'est gossé un fumoir à poissons sur un trailer avec une truie qu'on a trouvée dans une vieille cabane à pêche. Fait que c'est ça qu'on fait, on met de l'orge maltée, on met de l'érable, puis on fume. C'est archaïque comme procédé, mais c'est simple. Je veux dire, la fumée, là, c'est rien de plus simple que ça. Okay. Fait que c'est de confiner le grain dans un réceptacle où est-ce qu'on va pitcher de la fumée là-dedans. Puis notre défi, c'est de trouver la bonne balance au niveau du fumage. Parce que, encore une fois, comme en cuisine, il faut savoir doser les saveurs. Parce que quand le fumé, ça peut très facilement prendre le dessus sur tout le reste. Puis nous, on ne veut pas se diriger vers un whisky qui est monochrome, c'est-à-dire qu'il y a une seule orientation, on veut avoir quelque chose de balancé encore là. Donc, le test qu'on fait, c'est en ce moment de distiller du single malt sans fumer. Après ça, 25%, 50%, 75%, mettre ça en baril, laisser le temps agir, puis ensuite de ça, déterminer, OK, c'est-tu à 25%, c'est-tu à 40%, le sweet spot. Puis la fumée va interagir aussi avec le baril. Fait que là, on va voir comment après 3, 4, 5, 6 ans, ça a évolué dans le baril. Fait qu'il y a encore beaucoup de tests à faire. Fait que vous allez préconiser, à savoir un whisky avec 50% ou 75% de céréales fumées, plutôt que de mélanger différents, par exemple, un baril non fumé avec... donc, on sait exactement qu'est-ce qu'on va prendre comme recette. Pour l'instant, non, puis c'est ça l'idée. Là, l'idée, c'est qu'on essaye toutes sortes de choses, puis éventuellement, on va prendre un 75, puis on va dire, c'est trop, puis on va prendre un pas fumé, puis on va le blender pour arriver peut-être à 55. Puis c'est comme ça qu'on va développer, si tu veux, notre recette. Mais là, on parle de plusieurs années. Là. Fait que d'ici là, on va continuer à faire des essais, puis dans 5, peut-être 10 ans, on va trouver notre sweet spot, puis on va dire, la recette, c'est ça. Puis rien ne nous empêche d'avoir plusieurs recettes. C'est intéressant d'avoir une gamme de single malt où est-ce que tu en as du plus fumé, moins fumé. Donc, d'où l'intérêt justement de commencer à jouer dans les barils avec différents pourcentages. Je vais laisser ça vieillir. Vraiment. Je vous remercie de votre temps. Ça a été super cool. Puis on va finir en dégustant ce qu'on n'a pas goûté encore, le gin vieilli ici là. Puis moi les gars, je vous ai apporté aussi des surprises. J'ai ajouté à ça une petite bouteille de Brooklady 21 ans en fût de Château-Latour. C'est une micro-édition, une édition limitée de 70 bouteilles. Fait que j'ai dit, les gars vont aimer ça. Puis un Dalwhinnie Distiller Edition 1982. Je ne sais pas quel âge vous avez, là. C'est plus vieux que moi. Et 40. Moi, des whisky, moi, ça m'arrive plus. C'est ça. Fait qu'on va terminer avec ça. Merci de votre temps. Ça a été super cool. J'aime ça. C'est la deuxième fois que je viens vous visiter. Puis j'aime ça voir l'évolution de votre entreprise. Longue vie à Distillerie Saint-Laurent. J'aurais une petite question Bonnie à poser. Ouais. L'étiquette. Ouais. C'est-tu beau, cette étiquette-là? C'est qui a conçu ça? Ça vient d'où? En fait, on voulait avoir une inspiration maritime, un peu... l'inspiration, c'était l'univers de Jules Verne, donc l'auteur français, un univers fantastique,
Donc, c'est un peu une couverture d'une encyclopédie avec des bêtes, semi-hommes, semi-bêtes, beaucoup d'illustrations d'animaux ou de plantes. On a fait affaire avec une illustratrice qui est russe. Donc, elle est basée à Londres. Et l'étiquette, le design a été fait par Chad Michael, qui est un Américain. Donc, c'est une équipe québécoise, russe. Le tout imprimé à Saint-Julie. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme une vieille encyclopédie de Jules Verne. C'est une super belle étiquette, vraiment, c'est un coup de cœur aussi. Donc, longue vie à Distillerie Saint-Laurent. Bye à tous. Merci de votre temps, ça a été super cool. Ça fait plaisir. Merci.